Bonjour à tous, alors aujourd'hui un cours sur les différents espaces liquidiens intracrâniens et intrarachidiens. Alors commençons par les espaces liquidiens intracrâniens. Premier rappel, les méninges sont constitués de trois feuillets. Le premier feuillet, c'est la durmère, qui est un feuillet extrêmement épais, fortement adhérent à l'os au niveau cérébral. On verra que c'est un petit peu différent au niveau canalaire. Elle va émettre des expansions, la faux du cerveau et la tente du cervelet. En son sein cheminent les sinus veineux qui drainent les veines cérébrales et la durmère se termine à hauteur de S2. Deuxième feuillet méningé, l'arachnoïde, qui cette fois-ci est un feuillet fin, qui va émettre des travées vers la pimère, cloisonnant ainsi l'espace sous-arachnoïdien. Elle envoie également des villosités qui vont faire saillie dans les sinus veineux, c'est ce qu'on appelle les granulations de Pacchioni, et qui sont un lieu de résorption du LCR. Donc sur l'image de droite, sur ce scanner cérébral au temps veineux, on voit facilement cette hypodensité endoluminale arrondie au sein du sinus latéral droit, qui est une image typique de granulation de Pacchioni, à ne pas confondre évidemment avec un thrombus focal. Dernier feuillet méningé, la pimère, qui est également un feuillet extrêmement fin, qui va adhérer entièrement à la surface du cerveau sur toute sa longueur, qui va s'enfoncer dans les différentes scissures et sillons. La pimère accompagne les artères qui pénètrent dans le parenchyme cérébral, formant ce que l'on appelle les espaces périvasculaires de Virchow-Robin. Sur l'image de droite, vous avez cette image mésencéphalique gauche de densité liquidienne qui correspond à une dilatation d'un espace périvasculaire de Virchow-Robin. Le mésencéphale est une des localisations principales de ces dilatations des espaces périvasculaires de Virchow-Robin. Au final, ces trois feuillets méningés vont délimiter trois espaces au niveau cérébral. Le premier espace, c'est l'espace extradural, qui à l'état normal est un espace virtuel en raison de l'importante adhérence de la durmère à l'os et notamment en regard des sutures. Cet espace extradural contient les artères méningées qui va vasculariser la durmère. La principale pathologie, notamment en contexte traumatique, correspond à l'hématome extradural dont vous avez une représentation sur l'image de droite. Alors l'hématome extradural a le plus fréquemment une origine artérielle, puisque comme je vous l'ai dit, les artères méningées cheminent dans cet espace extradural. Plus rarement, l'hématome extradural aura une origine veineuse par atteinte d'un sinus veineux dural en regard. Et cette origine artérielle explique le développement et l'aggravation rapide de cet hématome, qui correspond donc à une urgence neurochirurgicale. Si vous avez un doute sur le plan de l'imagerie entre un hématome sous-dural aigu et un hématome extradural aigu, eh bien sachez qu'en regard d'un hématome extradural, vous aurez très fréquemment une fracture de la voûte crânienne, comme vous le voyez sur l'image de droite. Donc l'hématome extradural va se présenter sous la forme d'une collection extradurale, sous la forme d'une lentille biconvexe. Elle ne franchira pas les sutures, comme je vous l'ai dit, en raison de l'importante adhérence de la durmère à la voûte crânienne et notamment au niveau des sutures. Elle franchira uniquement les sutures si vous allez avoir un diastasis d'une suture, notamment dans un contexte post-traumatique. Par contre, l'hématome extradural pourra franchir la faux et la tente du cervelet. Second espace, l'espace sous-dural entre la durmère et l'arachnoïde, qui cette fois-ci va contenir les veines cérébrales avant leur abouchement au sein des sinus veineux. Alors, la sémiologie d'une collection sous-durale sera la suivante. Donc, elle va apparaître sous la forme d'une collection biconcave,
en croissant, qui va pouvoir s'étaler sur toute la convexité. En d'autres termes, elle peut franchir les sutures. Par contre, elle ne franchira ni la faux, ni la tente du cervelet. Sur l'image de droite, vous avez donc la représentation d'une collection sous-durale, biconcave, en forme de croissant, qui est étalée sur l'ensemble de la convexité et qui apparaît hyperdense. Il s'agit donc dans ce cas d'un hématome sous-dural aigu, dont le développement cette fois-ci sera plus lent que l'hématome extradural, puisqu'il est d'origine veineuse. Vous pouvez également avoir des collections sous-durales hypodenses. Comme vous le voyez sur l'image de droite, vous avez une collection sous-durale hypodense frontopariétale droite. C'est une collection sous-durale puisque vous voyez les vaisseaux, notamment dans la région frontale droite, qui vont être plaqués contre le cortex, et ce qui va contre une atrophie. Et donc, si vous avez une collection sous-durale hypodense, deux étiologies, c'est soit un hématome sous-dural chronique, soit un hygrome. Alors, qu'est-ce qu'un hygrome? Un hygrome, c'est une collection sous-durale de LCR qui provient de l'espace sous-arachnoïdien en raison d'une brèche de l'arachnoïde. Sur le plan de l'imagerie, vous ne pourrez pas différencier un hématome sous-dural chronique d'un hygrome. Ce qui pourra vous aider, c'est soit l'histoire clinique, soit la chronologie. Typiquement, dans le cas d'un traumatisme, vous faites un scanner à J1 qui est normal, et à J2, vous avez une collection sous-durale hypodense. Et bien dans ce cadre-là, il ne peut que s'agir d'un hygrome post-traumatique. Dernier espace au niveau cérébral, c'est l'espace sous-arachnoïdien entre l'arachnoïde et la pimère, qui va contenir le LCR et qui va surtout être traversé par les artères cérébrales avant leur entrée dans l'encéphale et par les nerfs crâniens avant leur entrée dans les différents foramen. La pathologie extrêmement connue de cet espace, c'est effectivement l'hémorragie méningée qui vous est illustrée à droite, mais cet espace peut également être touché par des méningites infectieuses. Je vous rappelle que la dilatation des espaces sous-arachnoïdiens forme ce que l'on appelle les citernes. Passons maintenant aux différents espaces intracanalaires. Alors les choses sont un petit peu différentes, mais on retrouve toujours les trois feuillets méningés. Pimère, arachnoïde, durmère. Cette fois-ci, la pimère va être appliquée sur la moelle et l'arachnoïde va être accolé à la durmère. Le seul feuillet méningé qui est visible en imagerie, eh bien, c'est effectivement la durmère, qui vous est représentée à droite et qui va apparaître sous la forme d'un hyposignal T2. Ces trois feuillets méningés vont finalement délimiter quatre principaux compartiments: l'espace épidural, l'espace sous-dural, l'espace sous-arachnoïdien et l'espace intramédulaire. Alors, commençons par l'espace épidural. Vous avez deux images en coupe axiale, en pondération T1, pour vous schématiser l'espace épidural antérieur et l'espace épidural postérieur. À gauche, l'espace épidural antérieur, qui va principalement être constitué par des vaisseaux épiduraux en vide de signal et par de la graisse en hypersignal T1. Ce sont ces vaisseaux épiduraux qui expliquent l'important rehaussement que vous pourrez retrouver dans l'espace épidural antérieur lorsque vous injecterez un produit de contraste. L'espace épidural postérieur, lui, contient principalement de la graisse en hypersignal T1 spontané. Alors, l'espace épidural antérieur, qui est donc compris entre la face postérieure du corps vertébral et la face antérieure du sac dural, eh bien lui va être cloisonné. Alors, il faut vous rappeler la présence du ligament longitudinal postérieur qui va être fortement adhérent à la face postérieure des disques intervertébraux et à la face postérieure des corps vertébraux par l'intermédiaire
du septum médian, qui est une structure fibreuse sagittale qui va relier la face antérieure du ligament longitudinal postérieur à la face postérieure du corps vertébral. L'association de ce ligament longitudinal postérieur et du septum médian forme ce qu'on appelle un complexe en T et va induire une subdivision de l'espace épidural antérieur en deux sous-compartiments, droite et gauche. Et donc c'est ce septum médian qui va être responsable en cas de processus pathologique qui va envahir l'espace épidural antérieur d'un aspect typique en imagerie qui est celui de l'embrase de rideau qu'on reverra tout à l'heure. Alors, la sémiologie d'une lésion épidurale. Comme vous le voyez sur le cliché sagittal, la lésion épidurale va modifier le signal de la graisse épidurale. Elle va refouler la dure mère et va amincir les espaces sous-arachnoïdiens, sus et sous-jacents. Sur les deux coupes axiales, vous voyez que les lésions épidurales peuvent avoir des sièges variables. Sur la coupe du haut, vous avez une lésion vertébrale qui a envahi l'espace épidural antérolatéral gauche. Sur l'image du bas, vous avez une lésion qui a envahi l'espace épidural postérieur. Préférentiellement, les lésions épidurales sont d'origine osseuse, vertébrale ou paravertébrale. Plus rarement, il s'agit d'une origine primitive, avec une atteinte primitive de l'espace épidural. Revenons au signe de l'embrase du rideau. Eh bien, vous voyez bien sur ces deux clichés que vous avez une lésion vertébrale qui a envahi l'espace épidural antérieur. Et à la partie centrale, vous avez un hyposignal linéaire qui correspond finalement à ce septum médian. Et vous voyez bien que du coup, nous avons une forme caractéristique bilobée en embrase de rideau. Et donc, cela doit vous aider à définir l'origine épidurale de cette lésion. Concernant la gamme diagnostique des lésions de l'espace épidural, alors au premier plan l'épidurite métastatique, les abcès épiduraux, l'hématome épidural et de façon plus anecdotique, la lipomatose épidurale. Alors l'épidurite métastatique complique, dans l'immense majorité des cas, une métastase osseuse. Vous avez en premier lieu la métastase osseuse et dans un second temps l'envahissement épidural secondaire. L'atteinte tumorale primitive de l'espace épidural est beaucoup plus rare. Vous voyez bien sur la coupe axiale un envahissement circonférentiel de l'espace épidural avec un net effet de masse sur le sac dural. Et sur la coupe sagittale, vous voyez bien la métastase osseuse du corps vertébral et puis finalement l'atteinte épidurale sus et sous-jacent circonférentiel. L'hématome épidural. Plusieurs étiologies à cet hématome épidural. Alors il peut être post-traumatique, il peut être iatrogène, notamment dans les suites de la réalisation d'une infiltration épidurale, ou spontané chez des patients hypertendus ou sous anticoagulation. Alors il va se développer au sein de l'espace épidural postérieur et va être étendu en hauteur, comme vous le voyez sur les différentes images. Le scanner peut permettre de mettre en évidence un hématome épidural sous la forme d'une lésion spontanément hyperdense de l'espace épidural postérieur étendu en hauteur. Évidemment, la meilleure technique d'imagerie, c'est l'IRM, avec un signal variable selon les différents stades de dégradation de l'hémoglobine. L'abcès épidural, comme l'épidurite métastatique, dans l'immense majorité des cas, elle complique une spondylodicite. Néanmoins, l'atteinte primitive par voie hématogène de l'espace épidural est possible chez les patients immunodéprimés, diabétiques, et apparaîtra alors sous la forme d'une collection épidurale, comme toujours, hyposignal T1, hypersignal T2, prise de contraste périphérique. La diffusion peut vous montrer une restriction de la diffusion
dans le cadre d'un abcès apiogène. De façon plus anecdotique, la lipomatose épidurale, qui correspond en fait à un excès de développement de la graisse épidurale, qui peut être idiopathique ou secondaire à la prise au long cours de corticoïdes ou à un syndrome de Cushing. Au niveau thoracique, cet excès de graisse épidurale va se localiser au niveau de l'espace postérieur avec une épaisseur qui va être de plus de 6 mm. En lombaire, et c'est ce qui vous est illustré sur l'image de droite, vous pouvez avoir une déformation caractéristique du sac dural en Y due à la présence des ligaments méningo-vertébraux. Passons désormais à l'espace sous-dural. Alors, l'espace sous-dural, c'est un espace virtuel qui est limité par la dure mère en dehors. Sur le plan de la sémiologie, elle va respecter la graisse épidurale, comme vous le voyez sur la coupe axiale et la coupe sagittale. Elle va comprimer les espaces sous-arachnoïdiens et la moelle. Dans le plan axial, elle aura une forme en croissant, et dans le plan sagittal, ses extrémités apparaîtront effilées. Alors, les pathologies de l'espace sous-dural sont beaucoup plus rares. On peut effectivement retrouver des abcès sous-duraux et des hématomes sous-duraux, mais c'est plus rare. La principale étiologie à évoquer lorsque vous aurez des collections liquidiennes, eh bien, ce sera une hypotension intracrânienne. Alors, vous aurez des cours spécifiques sur l'hypotension intracrânienne, mais je vous fais déjà un premier rappel. Un des signes fréquemment retrouvés dans l'hypotension intracrânienne, c'est la présence de collections liquidiennes sous-durales, sus et sous-tentorielles. Sur l'image de gauche, vous voyez bien la présence de collections liquidiennes sous-durales, bihémisphériques, et sur l'image de droite, la présence de collections sous-durales liquidiennes. Donc ça, ce sont des signes en faveur d'une hypotension intracrânienne. Il y en a d'autres que vous reverrez dans les cours spécifiques. L'espace sous-arachnoïdien. L'espace sous-arachnoïdien, c'est l'espace qui va être compris entre l'arachnoïde et l'apimère. Il contient le liquide céphalorachidien et les racines nerveuses. Rappelez-vous qu'il est en continuité avec les espaces sous-arachnoïdiens intracrâniens et qu'il s'agit donc d'une voie de dissémination des lésions tumorales et infectieuses. Un artefact qui est fréquemment retrouvé au niveau des espaces sous-arachnoïdiens, c'est l'artefact de flux du LCR, que vous voyez bien sur l'image de gauche en coupe sagittale et sur l'image centrale. Il faut savoir que la pulsatilité du LCR va induire, de façon quasi systématique, des artefacts de flux qui vont donc apparaître en hyposignal sur les séquences T2 en écho de spin. Pour vous affranchir des artefacts de flux du LCR, eh bien, faites du T2 en écho de gradient. Cela permettra de les faire disparaître. Alors, les lésions sous-arachnoïdiennes extramédulaires vont modifier le signal du LCR, peuvent refouler la moelle et sont à l'origine d'un élargissement des espaces sous-arachnoïdiens sus et sous-jacents. Dans le plan axial, l'angle de raccordement apparaît aigu avec la moelle et la gamme diagnostique est extrêmement variée. Au premier plan, nous allons pouvoir retrouver la pathologie tumorale, avec notamment les tumeurs des gaines nerveuses, le méningiome, les métastases leptoméningées ou l'épendymome de la queue de cheval. Il y aura également l'arachnoïdite et l'hémorragie méningée qui sont d'autres étiologies des lésions sous-arachnoïdiennes extramédulaires. Alors, la principale tumeur intradurale extramédulaire, c'est effectivement les tumeurs des gaines nerveuses, schwannome, neurofibrome. Alors, l'évolution est habituellement lente, c'est pour ça que vous pouvez avoir des érosions osseuses marquées. Ce sont des lésions qui sont habituellement homogènes, comme représenté en hypocignal T1, en hypersignal T2, avec un rehaussement homogène. Sauf dans les formes kystiques de certains schwannomes où le rehaussement sera cette fois-ci hétérogène. Vous avez ici la représentation typique d'un neurinome en sablier avec une extension au travers
du foramen. Seconde tumeur intradurale extramédulaire par ordre de fréquence, 40% des cas, le méningiome, qui va préférentiellement être localisé au niveau postérieur, va apparaître sous la forme d'une tumeur arrondie, bien limitée en isosignal T1, comme représenté, hyposignal T2, avec un rehaussement intense et homogène, comme sur l'image de droite. Et vous pouvez également retrouver, comme au niveau cérébral, le dural tail, c'est-à-dire l'épaississement et le rehaussement méningé en regard de la base d'implantation de la tumeur. Les métastases leptoméningées peuvent effectivement compliquer certaines tumeurs cérébrales ou certaines tumeurs solides. La ponction lombaire retrouvera des cellules néoplasiques et en IRM, eh bien, vous allez avoir un rehaussement linéaire ou nodulaire en grappe de raisin ou la présence de lésions nodulaires à la surface de la moelle ou des racines de la queue de cheval. L'arachnoïdite, eh bien, la gamme étiologique de l'arachnoïdite est très variée. Il peut s'agir de lésions infectieuses, inflammatoires, de certaines granulomateuses style sarcoïdose, d'une maladie de Guillain-Barré, d'une complication de l'injection intratécale ou dans les suites d'une chirurgie. L'imagerie est peu spécifique puisque vous allez retrouver une modification du signal du LCR. L'hyperprotéinorachie va finalement être à l'origine d'une diminution du contraste entre le LCR et les racines nerveuses. Les racines nerveuses vont apparaître accolées et puis vous pouvez retrouver encore des prises de contraste linéaires ou nodulaires. Voilà, c'est fini pour la partie cours. Vous avez cette fois-ci 2 quiz qui vont suivre pour voir si vous avez tout bien compris. Je vous remercie pour votre attention.